Eh bien, écoutez, bienvenue à cette 10e édition des Jeudis de Lecture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cet amphithéâtre deux personnalités qui vont débattre d'un thème qui est cher à nos cœurs et à notre porte-monnaie, c'est la fiscalité. Donc, Madame Valérie Pécresse, ancienne ministre du Budget et des Universités, députée UMP des Yvelines, et qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Voulez-vous vraiment sortir de la crise ?» et M. Yann Gaillou, député du Cher, cofondateur de la Gauche Forte et également auteur d'un livre sur l'évasion fiscale qui s'appelle Le pillage de l'État. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le député, cher Olivier, je vous laisse la parole. On parle de ras-le-bol fiscal, on parle même d'overdose fiscale dans votre livre. Alors, Valérie Pécresse, est-ce que cette politique d'augmentation des impôts n'a pas ses limites ? L'impôt, c'est au cœur de notre pacte social. C'est l'accord qui est donné par chacun des citoyens de donner son propre argent à l'État ou aux collectivités locales ou à la sécurité sociale pour qu'ils fassent de la solidarité des services publics avec. Donc si on arrive à un seuil où les Français considèrent que l'impôt est trop élevé ou qu'il est injuste, c'est-à-dire qu'il est payé par certains et pas par d'autres, trop payé par certains et pas par d'autres, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un moment où les Français refusent. Alors, typiquement, je pense qu'on est arrivé à ce stade-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a réenclenché les délocalisations d'activités et le travail dissimulé, le travail au noir. Et alors, ça, c'est très injuste. Et ça aussi, ça enclenche le ras-le-bol fiscal, parce que moins les Français sont nombreux à payer l'impôt, plus il y a de fraudeurs, et évidemment, plus il y a de ras-le-bol. Sans aucune polémique à l'encontre de Valérie Pécresse, l'augmentation importante des impôts ne date pas de ce gouvernement. Vous le racontez très très bien dans votre livre. Par exemple, qu'en 2011, vous êtes dans l'obligation, au mois d'août, de trouver quelques milliards d'euros parce qu'il y a la crise, l'imposition de l'Europe. Et donc, on savait, et il faut avoir le courage politique de le dire, et ça a été dit aussi par vous, que quel que soit le gouvernement qui sortait des urnes en juin 2012, il y aurait obligatoirement, d'une manière ou d'une autre, c'était des choix politiques après. Vous aviez parlé, vous, de mettre en place la TVA sociale, mais on était dans l'obligation, quel que soit le gouvernement, de recourir massivement à l'impôt. Pourquoi ? Parce que notre situation des comptes publics était catastrophique. La dette avait augmenté de manière très importante, vous le dites aussi dans votre livre, sur les 5 années précédentes, de 650 milliards d'euros. La part des dépenses publiques était très importante, et donc on était face à une situation qui faisait que quel que soit le gouvernement, on devait le faire. Je propose une règle d'or fiscale. On ne change pas un impôt plus d'une fois tous les 5 ans. Vous changez l'impôt sur le revenu une fois, vous avez le droit une fois, parce que vous avez le droit de faire des choix politiques, vous, moi, on a le droit de faire des choix politiques, on le change, et après pendant 5 ans, tous les Français savent que ça ne bougera pas. Ils achètent de l'assurance, et puis en plus, c'est pas rétroactif. C'est-à-dire, on vous dit, vous achetez une voiture diesel parce que le gazole, ça coûte moins cher, on n'a pas le droit, dans les 5 ans, de vous changer la fiscalité du gazole, parce que vous avez confiance dans l'État. En ce qui concerne la stabilité fiscale, oui, je peux être d'accord avec cela. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, quand vous recevez les chefs d'entreprise, ils vous disent, on subit depuis 10 ans, et ils disent 10 ans, ils ne disent pas 1 an, ils disent depuis 10 ans, on a subi des règles, à tous les PLF, ça a changé. À tous les PLF, ça a changé. Et on passait plus de temps à savoir comment on allait payer l'impôt, comment on allait se mettre en relation avec le fisc, que véritablement à réfléchir à nos investissements. Donc je peux vous rejoindre sur cette question-là qui me paraît intéressante, avec le fait que, je le rappelle, eh bien, cette bougeotte-là, comme vous le dites, vous le savez très bien, elle a quand même été un marqueur aussi de vos précédents gouvernements. Sur les dépenses publiques, vous ne pouvez pas dire que ce gouvernement n'a pas enclenché la machine de baisse des dépenses publiques. Plus 22 on a milliards 15 milliards de moins dans le futur budget. Pour la première fois en 2013, ce que j'appelle les dépenses publiques, vous le savez, ont baissé de 300 millions d'euros. Vous le savez, et ça va être 1,5 milliard. Alors que je rappelle que de 2007 à 2012, et ce n'est pas contestable, les dépenses publiques ont dérapé de 2% par an. On a, entre 2007 et 2012, vous le savez très bien Valérie, augmenté les dépenses publiques de 170 milliards. Donc on a fait quand même quelques réformes courageuses.
qui d'ailleurs n'ont pas forcément été très bien vécues dans l'éducation nationale ou ailleurs. On a fait quelques réductions de dépenses. Pas autant qu'on aurait voulu, mais on en a fait. Mais là, vous avez raison, c'est les chiffres que vous donnez sont justes. Maintenant, à la Merci fin... de reconnaître. Oui, mais il y a eu une inflexion. Mais il y a eu une inflexion à la fin du quinquennat, à partir de 2010, où on a stabilisé les dépenses, comme vous le faites à peu près cette année. Ce que je vous reproche, c'est l'année dernière. Avec les promesses de 2012 de François Hollande, vous avez augmenté de 22 milliards les dépenses. Alors, pas que les dépenses de l'État, les dépenses sociales, les dépenses... Mais si vous avez augmenté le SMIC, vous avez augmenté le nombre de recrutements de fonctionnaires. Quand vous dites qu'on a augmenté le nombre de fonctionnaires, vous savez très bien que oui, nous l'avons assumé, nous avons augmenté le nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale, dans la police et la justice, et je sais que nous sommes par exemple à Nice et que les problématiques de sécurité vous intéressent. On a quand même, sous votre précédent mandat, on a quand même supprimé 12 000 postes de policiers. Et augmenté la présence policière dans les rues. C'est ça qui est le paradoxe, mais ça s'appelle la bonne gestion. Nous, quand nous avons remis, notamment sur l'éducation nationale, sur la police et sur la gendarmerie et sur la justice, nous avons, et c'est dans le budget, vous savez, vous ne pouvez pas le contester, baissé le nombre de fonctionnaires dans d'autres ministères. Pendant les 5 ans où nous avons été au pouvoir, on était dans des crises absolument majeures. Le monde entier s'écroulait, c'est ça la vérité. Et le monde entier s'endettait. Je sais que vous avez fait campagne en 2012 en expliquant à tous les Français que nous avions augmenté, que c'était terrible, la dette de 600 milliards. C'est vrai que c'est pas génial d'augmenter la dette de 600 milliards. Simplement, tous les autres pays l'ont fait aussi. De combien l'Allemagne a-t-elle augmenté sa dette? Mais bien sûr que si. L'Allemagne était le leader mondial en termes de dette à 90% du PIB. Monsieur Obama a été obligé de demander aux républicains de lui permettre de franchir le plafond à 91% du PIB. Les Espagnols ont doublé leur dette, même les Anglais ont doublé leur dette. Simplement, c'était à cause de la crise. Et aujourd'hui, le vrai problème, et ça c'est un problème sur lequel vous allez devoir rendre des comptes aux Français, c'est que le monde n'est plus en crise. Le monde n'est plus en crise. Dans tout le monde, la croissance repart. Sur la fiscalisation des heures supplémentaires. Défiscalisation de ce dossier qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, ça c'est concret. Vous ne pensez pas avoir fait une erreur? Non, je ne pense pas avoir fait une erreur. Vous avez un rapport qui a été rendu par 2 députés qui ont fait un travail de parlementaire à l'Assemblée nationale pour conclure à l'inefficacité de cette fiscalisation, de cette non-fiscalisation des heures supplémentaires en termes d'emploi, 100 000 emplois perdus, ça nous a coûté. Ça n'a pas détruit 100 000 emplois. Le calcul qui a été fait est un calcul où on a agrégé toutes les heures supplémentaires qui étaient faites en France, défiscalisées, et on a dit, si on faisait l'équivalent en emploi, ça ferait 100 000 emplois. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, une PME qui donne des heures supplémentaires, qui donne 4 heures supplémentaires par semaine, ne va pas créer un emploi avec ces 4 heures supplémentaires. Donc c'est un calcul macroéconomique qui ne veut rien dire. D'ailleurs, si ça voulait dire quelque chose, maintenant que vous les avez refiscalisés, vous auriez dû créer 100 000 emplois. Hein. Ils sont où les 100 000 emplois de la refiscalisation?